Il y a plusieurs hivers, la terre était couverte d'eau. Pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles. Au-delà de la terre, dans le monde des esprits heureux, il y avait un arbre géant. Un jour, le grand esprit souleva l'arbre et le déracina. Il appela sa fille, « Tu vas te rendre dans ce monde de ténèbres. » Il la souleva et la laissa tomber dans le trou. Voyant la femme s'approcher de l'eau, le castor dit, « Il faut trouver un lieu sec pour la déposer. » Il plonge sous l'eau pour y chercher de la terre et se noie. En ouvrant ses pattes, les autres animaux trouvent de la terre et la placent sur le dos d'une tortue qui se met tout de suite à grossir. Elle devient l'Amérique du Nord, une grande île qu'on nous confie à nous, les hommes rouges. Parfois la terre craque et bouge. Les Blancs disent tremblement de terre. Nous, les Mohawks, disons que la tortue s'étire. Les pays où nous vivons sont pays algonquiens, pays iroquoiens. Les plus vieux témoins de la vieille Amérique, les pointes cannelées, bouts de lance, couteaux, nous disent que 9500 ans avant l'ère chrétienne, les Paléo-Indiens chassaient, tenez-vous bien, le mammouth, le mastodonte, le cheval et le chameau. Tout notre imaginaire est à refaire pour nous permettre de voir ces chasseurs venus d'Asie qui ont fait que les pays algonquiens et iroquoiens où nous vivons ont au moins 8000 ans d'histoire. Alors, les premiers contacts suivis entre Amérindiens et Européens ont eu lieu dans le Golfe avec la venue de plusieurs centaines de navires au 16e siècle venus faire la pêche à la morue et venus également pratiquer la chasse à la baleine. Et les rencontres avec les Amérindiens ont été nombreuses, mais elles ont été encore plus nombreuses et plus étroites autour de la traite des fourrures qui a été le fondement du commerce de la colonie pendant plusieurs siècles. Les Européens ont rencontré plusieurs nations autochtones. Ces nations appartenaient à 3 grandes familles linguistiques. Au nord, il s'agit des Inuits. La deuxième famille, la plus grande, la plus nombreuse, occupant le territoire le plus vaste, est celle des Algonquiens, dont les nations sont répandues depuis l'ouest de la baie James jusqu'à Terre-Neuve, depuis Terre-Neuve jusqu'en Virginie et, on peut dire, tout autour des Grands Lacs. Appartiennent à cette nation au Québec les Algonquins, les Nipissing, les Atikamekw, les Montagnais, les Naskapis, les Cris, les Micmacs et également, étant venus ultérieurement, les Abénaquis de Nouvelle-Angleterre. Enfin, la troisième famille est celle des Iroquoiens. Appartiennent également à cette famille des Iroquoiens les Iroquois, les Hurons également. Les Hurons habitaient à l'époque au 16e et au début du 7e siècle dans les Grands Lacs. Ils sont venus s'installer dans la région de Québec. Il en va de même d'une partie des Iroquois, les Mohawks, dont certains sont venus s'installer dans la région de Montréal. Alors nous allons maintenant parler des Iroquois. La tradition orale est très importante pour nous. Tout est transmis de bouche à oreille, de génération en génération. On peut retourner au début des temps, raconter tout ce qui est arrivé à notre peuple au cours de l'histoire. C'est une histoire orale. Viendra le jour où un autre peuple viendra, et la venue de ce peuple d'ailleurs sera le commencement de grands bouleversements pour nos nations. L'histoire du Canada et du Québec au 16e, 17e siècle est l'histoire, à vrai dire, d'une catastrophe. On l'a souvent présenté traditionnellement comme étant l'histoire d'un peuplement graduel, parti de zéro et s'accroissant graduellement. En fait, c'est l'inverse. C'est l'histoire d'un dépeuplement. Vers les années 1650, des 40 000 Autochtones qui devaient habiter originellement le Québec, il devait en rester peut-être seulement 2-3 000. Ils avaient été décimés pour l'essentiel par des épidémies introduites par les contacts avec l'Europe. Il s'agit de maladies pour lesquelles les Amérindiens n'avaient pas d'anticorps et qui, en somme, les faisaient mourir en très grand nombre.
Tous ces accidents ont tellement éclairci nos sauvages que là où on en voyait il y a 8 ans 80 et 100 cabanes, à peine en voit-on maintenant 5 ou 6, et tel qui commandait pour l'or à 800 guerriers n'en compte à présent que 30 ou 40, et au lieu de flottes de 300 ou 400 canots, nous n'en voyons plus que 20 ou 30. Un prophète a dit à nos ancêtres, « Les nouveaux arrivants s'en prendront à l'arbre, le symbole de notre unité. L'arbre commencera à dépérir. Nous ne pourrons même plus faire nos cérémonies. Nos enfants seront incapables de parler notre langue. À ce moment-là, soyez forts, demeurez unis pour que l'arbre ne tombe jamais au sol. » Le prophète nous a aussi dit, « Quand cette époque viendra, des enfants naîtront qui vous aideront à redresser l'arbre. » Je pense que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Il faut que nos jeunes possèdent notre langue, qu'ils transmettent notre culture. Aux fortes pressions d'assimilation, nous réagissons avec de plus en plus de force, afin que survive la vision du monde mohawk. Les jeunes apprennent les mots qui leur permettront de retrouver leur identité. Notre avenir passe par la préservation des anciennes méthodes et l'intégration des nouvelles. Nous voulons transmettre à nos enfants les valeurs de respect de la vie et de l'environnement qui sont au cœur de la pensée amérindienne. Chez les Iroquoiens, une famille, c'est par exemple une femme et ses filles, leurs enfants et leurs époux. La famille vit dans une maison longue, vraiment longue, 30 mètres par 10. Ces maisons sont souvent groupées par clans, dans des villages de 1000, 2000 et même 20 000 habitants au bord des Grands Lacs. Ça ne ressemble pas beaucoup à l'image que nous avons de quelques tentes autour d'un feu de camp. Nous avons toute une mémoire hollywoodienne à tuer avant de commencer à comprendre que les Iroquoiens avaient une organisation sociale, une culture égale dans leur complexité et leur beauté à celle des Européens, qui, eux, les prenaient pour des sauvages. Nos ancêtres étaient principalement des agriculteurs. Ils pratiquaient une rotation des cultures et on déménageait les villages à tous les 10-12 ans pour que la terre et le bois de chauffage ne s'épuisent pas. Notre subsistance dépendait essentiellement des 3 sœurs, maïs, courges et haricots, en plus du tabac que cultivaient les hommes. Tout autour des palissades qui clôturaient les villages s'étendaient d'immenses champs cultivés, si grands qu'on pouvait même s'y égarer. Nous nommons plantes de blé d'Inde celles-là que les Indiens cultivent et qui dépassent la taille d'un homme. Ils sont paysans avec des outils fort simples. Cependant, l'abondance de leur récolte est en vérité merveilleuse et voyons clair que la terre de ce pays est toute généreuse. Dans les communautés de nos ancêtres, nous, les femmes iroquoiennes, avions un rôle important à jouer. En plus de cultiver les denrées pour nourrir nos hommes et nos enfants, nous étions habiles dans le travail de la poterie. La lignée se transmettait de mère en fille, les enfants appartenaient donc au clan maternel. Les femmes plus âgées, appelées mères de clan, géraient la vie quotidienne de la maison longue. Ce sont elles qui élisaient les chefs, elles qui étaient les arbitres de la paix comme de la guerre. Avant les Européens, nous étions organisés en société démocratique. Au cours d'une période plutôt sombre de notre histoire, nos peuples avaient commencé à se battre entre eux. Un pacificateur est alors apparu. Il a réuni 5 nations rivales en un seul esprit. La Confédération iroquoise a été créée. Comme symbole de paix, cette confédération a choisi un conifère parce qu'il est toujours vert. L'arbre a 4 racines blanches qui s'étendent vers les 4 points cardinaux. C'est là que les nations en guerre ont enterré leurs armes. Je crois que ce fut la première tentative de désarmement de l'histoire de l'humanité.
les hommes blancs mirent sur pied des gouvernements qui nous étaient étrangers. Après les traités de paix et d'alliance, les différentes administrations coloniales adoptèrent des lois qui réglementaient nos territoires, notre organisation sociale. Il y a eu la création du Canada en 1867. Ensuite, ce fut la loi sur les Indiens de 1876 qui, officiellement établie pour nous protéger, vint en fait bouleverser nos structures politiques. Un des effets de la loi sur les Indiens a été d'abolir les formes de gouvernement traditionnelles. Puis on a été obligé d'opérer à cachette, si je peux dire ça. Ici, à Kanesatake, dans notre communauté, ça restait à cachette jusqu'à des années 60 à peu près. Là, on a deux formes de gouvernement dans presque toutes les communautés. Il y a toujours le gouvernement traditionnel qui opère, qui n'a aucune reconnaissance. Et il y a le système de conseils de bande qui sont élus, qui ont la reconnaissance du gouvernement fédéral. C'est eux qui reçoivent les fonds, qui gèrent tous les programmes dans la communauté. Il y a une résistance, il y a un refus de reconnaître la loi sur les Indiens. Ça continue aujourd'hui. Et puis depuis un an à peu près, on voit, il y a eu plusieurs rencontres entre les conseils élus et les conseils traditionnels, puis on essaye de voir s'il y a possibilité de sortir de la loi sur les Indiens puis de revenir sous une structure qui va prendre son autorité de la Confédération iroquoise au lieu du gouvernement canadien. La Kayanere Koa, le grand bien, ou le grand beau, ou la grande loi de la paix, permit aux 5 nations à l'origine de la Confédération iroquoise d'élaborer une constitution et une forme de gouvernement qui fonctionnent encore. Il y eut aussi une confédération huronne. Ces nations, comme toutes les nations, traitaient les unes avec les autres à travers différents réseaux de rivalité, de parenté, de commerce et de guerre. J'aimerais également vous souhaiter la bienvenue chez nous. Ici, pour souhaiter la bienvenue, nous, on dit « Kwe Ataro ». Kwe Ataro veut dire « bienvenue, ami ». Vous êtes français? Oui. Oui. C'est votre première fois sur une réserve indienne? Oui. Et comment vous vous sentez? Bien. Alors, on va maintenant entrer à l'intérieur de la Ganonchia, qu'on a traduit en français par Maison Longue. En file indienne, hein? En Amérique du Nord-Est, des alliances se sont organisées entre Européens et Amérindiens, essentiellement autour de la traite des fourrures. 2 grands réseaux se sont organisés. Le premier entre les Hollandais ou les Néerlandais et les Iroquois et leurs alliés. Et le deuxième entre les Français et les Hurons, de même que les alliés des Hurons. Les Français ont également compris qu'on avait un bon contrôle sur le commerce et ils ont créé des liens avec nous. Ce fut des liens amicaux. Il n'y a jamais eu de guerre entre les Hurons et les Français venant ici pour commercer et nous étant des commerçants. Vous comprendrez qu'on s'est bien entendu dès le début. Hurons et Iroquois étaient traditionnellement des ennemis, mais leur inimitié s'est accrue dans le contexte de la traite des fourrures à cause de la concurrence que ça a engendré. Et il y en a suivi des guerres. Et les Iroquois ont gagné leur guerre contre les Hurons, essentiellement parce qu'ils ont été équipés d'armes à feu beaucoup plus rapidement et en quantité plus grande que ne l'ont été les Hurons de leurs partenaires français. Ce sera d'ailleurs la première guerre dite d'extermination qu'on va connaître dans le nord-est de l'Amérique à ce moment-là. Et lorsqu'on quitte la région des Grands Lacs en 1650, après 10 ans de guerre contre les Iroquois, on ne sera plus que 300 Hurons seulement à venir s'établir ici dans la région de Québec. Plusieurs Hurons se retrouveront captifs chez les Iroquois et deviendront à long terme des Iroquois. D'autres vont demeurer dans les Grands Lacs. Ils sont à l'origine du groupe des Wyandot qui habitent l'Oklahoma. Enfin, un troisième groupe constitué des Hurons convertis est venu s'installer auprès de leurs alliés, les Français, à la demande également des Jésuites qui leur offraient en même temps la protection. Ils sont venus s'installer dans la région de Québec, ultérieurement à l'ancienne et à la nouvelle Lorette, qui est leur demeure définitive. Dans mon village, en 1880, s'est éteint la langue huronne.
mais nous avons su conserver, par la tradition orale, certains chants et rituels. À notre arrivée dans le village Huron actuel, le Wandake, en 1697, on s'est installé sur les bords de la rivière Saint-Charles, appelée aussi Kabir Kuba, qui veut dire rivière aux 1000 détours. Nous étions toujours sous la tutelle des missionnaires et des pères jésuites jusqu'en 1794. Les jésuites ont eu une influence pas très bonne sur les Hurons. Parce que les Hurons, quand on donne notre parole, on la garde. Et ayant donné notre parole au christianisme, eh bien, on est resté fidèle là. Mais il faut dire que ces jésuites en ont profité pour probablement vendre plusieurs de nos terres et nous restreindre à une réserve indienne de 1 quart de mille par 1 quart de mille pour plusieurs années. Et comme les Indiens disent, nous avions de grands territoires. Ils avaient leur Bible. Aujourd'hui, il nous reste les Bibles. Et malheureusement, nous n'avons plus de grands territoires. Alors voilà, tout d'abord, ici, on retrouve nos armoiries. À nous, la nation Huronne. Les feuilles qui entourent l'emblème rappellent tout simplement aux gens la période où on était une nation d'agriculteurs. Les raquettes et le canot représentent les deux seuls moyens de transport qu'il y avait dans le nord-est de l'Amérique à l'arrivée des Européens. Et le castor, lui, représente le commerce. Bien entendu, il a fallu s'adapter avec les temps. Et basé sur notre culture et notre artisanat, chez nous, on a monté des fabriques de raquettes à neige, des fabriques de mocassins, des fabriques de canots, en fin de compte, des fabriques de linge, des fabriques de vêtements indiens. Et on est venu à un moment, comme on est aujourd'hui, qu'il n'y a plus un Huron. Il n'y a même pas un Huron qui vit de l'aide sociale. Et en plus, on emploie quelques 400 non-indiens, canadiens, qui travaillent pour nous dans nos industries. Alors, on a aussi, à travers tout ça, amené beaucoup de touristes chez nous. Nous sommes très près de la ville de Québec. Et bien entendu, on en a profité pour développer cet aspect touristique et ce commerce touristique. Ah ben dis donc! J'ai trouvé que c'était très intéressant, mais c'est bien ce que j'attendais. Oui. Le fait aussi d'apprendre que c'était un peuple pacifique, finalement, très commerçant, hein, alors que quelquefois, quand on parle indien, on voit tout de suite la sauvagerie. Oui. Notre imaginaire est perclus d'idées reçues et de préjugés sur les Amérindiens. Par exemple, quand il s'agit des Iroquois, dépeints comme de redoutables ennemis des colons français, particulièrement habiles à la rôtisserie de missionnaires, c'est du délire. Les Iroquois sont pourtant venus s'installer dans la région de Montréal en tant qu'alliés de la Nouvelle-France. Et c'est ainsi qu'ils sont restés près de nous, tout près de nous, parfaitement étrangers. But the first move was by a group of Mohawks. Les premiers arrivés s'étaient séparés du reste de la nation Mohawk et de la Confédération iroquoise pour plusieurs raisons, dont la religion et le commerce. Quand les Mohawks ont intégré des prisonniers de guerre hurons dans leur rang, le christianisme a fait son apparition dans la société Mohawk, ce qui a contribué au rapprochement avec les Français. Jusque-là, nous avions été en guerre presque constamment avec l'État colonial de la Nouvelle-France. En 1666, un traité a finalement été signé, un revirement de situation pour les Français. La nation qui leur avait été la plus hostile se trouvait maintenant sous leur influence. So you had an Indian settlement developing around La Prairie. Un village autochtone a grandi aux environs de La Prairie. Au début, ce n'était qu'une retraite jésuite, mais peu à peu, c'est aussi devenu un village blanc. Au début de 1720, les habitants Mohawks du village se sont éloignés graduellement du village non indien pour venir s'installer là où nous sommes maintenant. Viendra un jour où les arbres commenceront à mourir à partir de la cime jusqu'en bas. Les rivières seront sales. Les poissons flotteront à la surface de l'eau. L'eau des puits. On ne pourra pas la boire. What happened beginning in the middle of the 19th century,
À partir du 19e siècle, notre communauté est devenue moins importante sur le plan politique et militaire aux yeux des gouvernements. Avec le déclin de la traite des fourrures, on n'avait plus besoin de nous comme porteurs ou comme intermédiaires. Et après la guerre de 1812, on avait cessé d'avoir besoin de nos services comme soldats. Notre indépendance commerciale s'effritait. Nous avons sombré dans l'oubli sur le plan politique. On peut voir le résultat aujourd'hui. Vers les années 1850, on commençait à construire les chemins de fer au Canada. Les terres des Indiens, ici à Kahnawake, étaient situées à un endroit clé et ont donc été expropriées. Il y a eu d'autres expropriations pour faire passer des lignes à haute tension, installer des pylônes, construire des autoroutes, des ponts, des voies ferrées. Aujourd'hui, Kahnawake est encerclé. On peut facilement comprendre le sentiment de frustration des Mohawks et pourquoi ils se sentent menacés. Constantly being encroached upon. One generation ago, in the 1950s, most of the community lived in this area that you see right now, which was known as the Point. You have road... La génération avant nous vivait encore, pour la plupart, dans cette zone que vous voyez juste là, qu'on appelait la Pointe. On voit encore les fondations de certaines maisons. Quand la voie maritime du Saint-Laurent a été creusée vers la fin des années 50, toutes ces terres ont été expropriées et les maisons déplacées. Par exemple, la maison de la famille de mon père était juste là, en plein milieu de la voie maritime. Quand on regarde autour, si c'est ça, un territoire Mohawk protégé par le gouvernement canadien, c'est normal qu'on lui tourne le dos et qu'on commence à ne compter que sur nous-mêmes pour nous protéger et nous donner un peu plus d'espoir en l'avenir. Le concept des 7 générations vient de notre tradition orale. En tant que chef, on nous dit qu'avant de prendre des décisions, nous devons toujours penser en fonction des 7 prochaines générations. Tous les gouvernements du monde devraient appliquer le concept des 7 générations parce que la plupart de leurs décisions ne sont prises qu'en pensant à court terme, ce qui cause tant de problèmes. Un jour viendra où l'on écoutera à nouveau ce que nos enfants ont à dire. Nous travaillons à présent pour que ce jour-là, nos enfants aient quelque chose de sensé à dire.